Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Enfance à Planquette par temps de guerre. En sortant du sein de ma mère, je subis mon premier exil. On me relégua à Planquette, joli village situé entre Dinan, Saint-Malo et Lamballe. C'est en ces termes que Chateaubriand parlait de mon beau village. Né à Saint-Malo en 1768, le célèbre écrivain vécut à Planquette dans ses jeunes années chez sa grand-mère, Madame de Bédé, qui demeurait au 43 de la rue de l'Abbaye. Il y resta environ 3 années. Son œuvre monumentale, Les Mémoires d'Outre-Tombe, évoque notamment son enfance dans les premiers livres. « Si j'ai vu le bonheur, c'est certainement dans cette maison », écrivait-il. Planquette, mon village. Blotti dans un écrin de verdure aux frondaisons chatoyantes, Planquette est fière de son eau minérale renommée, la seule de Bretagne. Le village est à 6 km de la mer. L'Arguenon, la rivière Blanche, est son bras de liaison. L'effet des marées est ressenti jusqu'au déversoir où les eaux, douces et saumâtres, se séparent. Un charmant petit port coulant sa vie au rythme des marées ajoute à la beauté des lieux un caractère marin qui donne envie aux passants de découvrir ce pays au vent salé. Ici, les quais furent un lieu actif de manutention de marchandises les plus diverses, depuis les temps anciens jusqu'à la fin du XIXe siècle. On exportait des pommes de terre, des pommes à cidre, des grains, des farines, du bois de chauffage. On importait de la marne, du ciment, des bois du Nord, des ardoises, du charbon. Sur les quais encombrés, l'animation était grande lors des transbordements entre les barges venues de la mer et les charrettes brinque-ballantes. Grincement des essieux, claquement des fouets, hennissement des chevaux, syncope des moteurs, ordre et vocifération parfois à propos de la répartition des emplacements à quai, généraient un tintamarre et un tohu-bohu indescriptibles sous le regard ébaubi de badauds plantés comme des cormorans, les mains calées au fond des poches. La création d'une ligne de chemin de fer en 1879 provoqua la récession de l'activité portuaire. En 1972, fut construit le barrage de la Villatte situé en Plévin, à 6 km environ en amont du déversoir. Cette réserve d'eau alimente aujourd'hui en eau potable le département, à hauteur du tiers des besoins. Grâce à une régulation qui a suivi, les quais sont un peu moins inondés, comme ils le furent quasiment tous les ans dès l'automne, au moment des grandes marées, provoquant en conséquence des dommages aux riverains et une interruption du trafic routier. Des passeurs équipés de cuissardes ou armant un doris aidaient au transfert des piétons d'une rive à l'autre. Enfant, j'appréciais ces moments bouleversant le quotidien, au cours desquels la montée insidieuse de l'eau créait une atmosphère particulière, au son assourdi, mystérieuse. Plaisir d'enfant. Je suis né en 1932. Jeune déjà je m'émerveillais de ce qui m'environnait. L'aria de l'Arguenon encaissée entre deux collines et son serpent d'eau argenté. La colline de la Janière dominait le quartier de la Gare. J'atteignais son sommet par un petit sentier tortueux, rocheux, odorant au printemps de 1000 senteurs, surtout celles émanant des fleurs d'aubépine auprès desquelles abeilles et bourdons sans cesse s'affairaient. Parvenu au sommet, je surprenais une volée de moineaux qui s'enfuyaient à tire-d'aile et tout Planquette s'étalait devant moi, bruissant de son activité de la journée. Contemplatif, je goûtais l'instant présent. En hiver, lorsque le ciel avait la bonté d'enneiger les lieux, la Janière devenait pour quelques copains et moi-même le théâtre de nos jeux. Oh, nous n'étions guère qualifiés. Aucun d'entre nous n'était allé à la montagne. Malgré tout, quelques planches, une dizaine de pointes et un marteau suffisaient à notre bonheur pour confectionner ce que nous appelions en toute modestie un traîneau dont le temps de vie était éphémère car nos glissades à 2, même à 3, se terminaient trop souvent au fond d'une tranchée dont nous ne comprenions pas l'utilité. Trempés jusqu'aux os, nous pestions après les adultes auteurs de l'excavation piégeuse. Mais casse-cou, le plaisir était plus fort que tout, et nous recommencions après avoir retapé à coups de pied notre engin de glisse. Le tertre de Brandefer, autre colline plus haute, plus massive que la Janière, culmine à 87 mètres. Nous l'apercevions de très loin car elle était facilement reconnaissable par son moulin à vent planté à son sommet, édifice malheureusement aujourd'hui disparu après un dernier souffle d'activité en 1920. Situé en terrain privé, non entretenu, miné par une carrière, il n'est plus. Repère comme un amer en mer, il représentait à mes yeux le symbole d'un riche passé, une identité forte.
J'ai toujours espéré que l'on reconstruise un jour un moulin à l'identique du disparu. Cette colline fortement entaillée par l'exploitation d'une carrière de pierre durant des décennies abrite dans ses profondeurs la fameuse source d'eau minérale qui est sauvegardée depuis quelques années par un périmètre de protection. Un jour, avec mes copains, du sommet de cette colline, nous décidâmes de rejoindre les monts d'Arrée que nous apercevions à l'horizon. Il y avait là Jean, Cécenne, Auguste, Raymond et moi. La visibilité était parfaite, nous pensions être très proches. Au bout d'une heure de marche, nous n'aperçûmes plus avec étonnement les monts bretons. C'est qu'à vol d'oiseau, ils étaient distants de 150 km mais comme nous étions parvenus en bas, dans la vallée, notre vision séduisante avait disparu. Alors, découragés, nous fîmes demi-tour, victimes de nos illusions juvéniles. Un autre jour, il me prit l'envie de sauter depuis la gerbière du grenier de la maison de mes parents, le parapluie de ma mère ouvert à la main. Escomptant jouir de l'effet parachute, je me reçus brutalement au sol, mais sans dommage, me promettant de ne plus renouveler cette tentative d'exploit. C'est ainsi que nous étions toujours entre copains à la recherche de sensations nouvelles, voire les plus risquées, lorsqu'il s'agissait par exemple d'aller le béret entre les dents, dénicher des nids de pie au perché, proche de la cime des peupliers dont les branches pouvaient casser net sans prévenir. Nos parents ne savaient pas. C'était comme ça. Quel contraste avec les jeux des enfants de nos jours, programmés dans l'immense majorité, laissant de fait peu de place à l'initiative personnelle. Nous allions à la chasse les jeudis après-midi. Les poches bourrées de potins, nous parcourions nez au vent champs et talus, armés de nos lance-pierres pour chasser merles, grives, mésanges, cibles heureusement rarement atteints. À travers le tissu de nos poches, les potins grattaient, irritaient nos cuisses teintées de couleur rouille et pour finir, le tissu cédait. Ce qui nous amusait également, c'était la chasse au dorifort. Il était plutôt curieux en période d'occupation allemande, de pratiquer un sport consistant à pourchasser de petites bestioles auxquelles on avait ironiquement emprunté le nom pour surnommer les Allemands, vraisemblablement par analogie aux prédateurs envahisseurs qu'étaient ces insectes. Officiellement, cette opération avait lieu les samedis après-midi, lorsque les champs de pommes de terre étaient en pleine végétation. Nous nous rendions à pied, à 2 kilomètres de l'école, jusqu'à la ferme des poissonnets de Monsieur R, une boîte en fer suspendue au cou et accompagnée par un professeur. Arrivés sur les lieux, nous nous répartissions dans le champ entre les rangs de pommes de terre et nous ramassions à la main les dorifores aux pattes poisseuses, qui étaient pour finir jetés dans un même endroit et brûlés. Mais ce qui nous plaisait par-dessus tout, c'était avant de rentrer, le coup de cidre que nous dégustions comme des grands dans le cellier de la ferme au cul du tonneau, le même verre poisseux lui aussi passant de l'un à l'autre. Après coup d'un revers de manche, on se torchait la bouche. Le retour vers l'école était très joyeux et nous entonnions en chœur. Chantons pour passer le temps. Tout ce qui touchait à la pêche me passionnait. À la belle saison, j'aimais me rendre seul au Moulin Rot, à 2 kilomètres de la maison, au bord du Montafilan, petit affluent de l'Arguenon. Peu expert, je pêchais peu mais le souffle doux et frais d'une brise, le bruissement des feuilles, le bourdonnement des insectes, le pleu-pleu soudain d'un pic-vert, le glissement furtif d'un serpent sur l'onde pure, le flop d'une rainette, les roucoulades d'un rouge-gorge m'émerveillaient. Près de moi flottait une toute petite plate, barque à fond plat, attachée et cadenassée. Alors, avant de plier ma gaule, je montais à bord de l'esquif afin d'imprimer à celui-ci, au moyen de l'amarre, des mouvements de va-et-vient dans un espace très restreint qui me donnaient l'illusion agréable d'être un marin. L'été à la cale du quai, au plus bas de l'eau, j'enviais les adultes qui, l'eau à mi-mollet, parvenaient à saisir à 2 mains de l'ongle en proie, qu'ensuite ils assommaient sur les pierres. Mon père m'apprit la pêche à la trochée dans l'Arguenon. Il s'agissait d'enfiler des vers sur un fil fin jusqu'à obtenir une boule de lombric. Cette ligne était ensuite fixée sur une gaule qui servait à lancer la trochée dans la rivière. Les anguilles friandes de vers venaient mordiller l'appât, ce qui avait pour effet de déclencher de micro-secousses au niveau du poignet qu'il convenait de relever d'un coup sec, afin de ferrer le poisson. En effet, les anguilles restaient un court instant suspendues, accrochées à l'appât par les fines dentelures de leur gueule. Lors de la projection en arrière de la ligne à sa sortie de l'eau, elles parvenaient à se décrocher, puis prestement se faufilaient sur l'herbe de la berge. Il fallait alors bondir sur elles, un chiffon à la main pour les saisir. Nous en rassions quelques-unes, mais malgré tout c'était un jeu qui se répétait à chaque levée de ligne.
C'est à Saint-Jacques-de-la-Mer, magnifique presqu'île bordant dans sa partie est la baie de l'Arguenon, que je découvris aux grandes marées la pêche aux ormeaux grâce à mon parrain qui m'y conduisit. Nos vélos remisés au plus près de la pointe de la presqu'île, dans l'enclos d'une petite ferme, nous regagnions ensuite à pied la pointe nord de l'île des Ébiens, distante de 2 km, découverte à basse mer. Parvenus sur les lieux 1 heure avant le bas de l'eau, nous nous adonnions avec une certaine fébrilité à rechercher sous les pierres ou dans les anfractuosités des rochers, les beaux mollusques que nous décollions au moyen de crochets plats. De retour à la maison, ma mère, après les avoir battus pour les attendrir, les poêlait au beurre frais, pour le repas du soir. C'est alors qu'une indicible saveur comblait nos papilles gustatives. Sur le chemin de l'école parcouru à pied, à l'aller comme au retour, nous ne cessions pas de jouer. Jeux de balles en pleine rue ou lancés sur des portes de porche, courses de bûchettes entraînées par l'eau des caniveaux, en particulier lorsqu'il pleuvait, cris et gambades noyés dans un nuage de vapeur au passage d'une locomotive sous le pont de la côte de la rue de l'Abbaye, chats perchés, simulacre de bagarre en se roulant à même le sol. On ne savait plus quoi inventer pour rire. Nous avions cet avantage que personne ne nous programmait, nous étions seuls maîtres de nos initiatives. Une grande liberté en quelque sorte, profitable à notre épanouissement. Pourtant, une bonne partie de notre enfance s'est déroulée en temps de guerre. Temps de guerre. J'avais 7 ans quand la guerre a été déclarée. Mobilisé au 302e régiment d'infanterie, tireur au fusil mitrailleur, mon père fut fait prisonnier sur les bords du Rhin lors d'une attaque allemande. En compagnie de 6 autres prisonniers, 2 ans plus tard, il s'évada. 2 réussirent leur évasion, un ami vendéen et lui, les autres prirent des directions différentes. On ne sut ce qu'ils devinrent. Après avoir traversé de nuit la France à pied, franchi la zone de démarcation séparant la France occupée de la zone libre, mon père se réfugia dans une ferme du Lot où monsieur et madame Paul B l'accueillirent chaleureusement. Ma mère le rejoignit clandestinement, le temps d'un court séjour, aidée d'un passeur pour franchir la ligne de démarcation. Durant son absence, ma petite sœur Yvette et moi, nous séjournâmes chez des parents. J'étais chez notre grand-mère paternelle. Veuve et vivant seule, elle était pleine d'attention et de douceur à mon égard. La lecture me passionnait. Inquiète pour ma santé à me voir dévorer moult illustrés et livres tels que Les Pieds nickelés, Bibi Fricotin, Les Aventures de Zozo, Fantomas, Les Comtesses de Ségur, Erckmann Chatrian et tant d'autres, elle n'avait de cesse de répéter mais en vain. Arrête de lire comme ça mon petit gars, tu vas attraper une méningite. À cette époque, cette affection ainsi que la tuberculose étaient très redoutées. Au bout d'1 an de séjour au pays du Lot, mon père prit d'énormes risques. Il décida de rentrer à la maison, en zone occupée, et revint sans encombre. Nous fûmes follement heureux de le retrouver. Il reprit son travail en dépit d'une menace directe de dénonciation à son encontre de la part de G. Cependant, en homme toujours discret et réservé, en cela resté le même, il ne fut pas inquiété. Approché par un chef résistant, il préféra renoncer à poursuivre le combat, estimant que les souffrances qu'il avait subies l'avaient quelque peu brisé. Quant à nous, les gamins, les conditions pour apprendre étaient plutôt précaires. L'armée allemande avait investi Planquette. Les écoles, quelques maisons et des entrepôts avaient été autoritairement saisis et occupés. Les classes furent dispersées ici et là. Mais nous n'étions pas trop incommodés. En tout cas, je ne me souviens pas d'en avoir souffert. Les soldats allemands nous impressionnaient fortement lorsqu'ils défilaient au pas dans la rue du Grand Pont, en chantant le fameux « Ali, allo, Allah ». À leur passage, les gens s'arrêtaient muets, tristes. Certains devaient, les mains au fond des poches, serrer les poings et se dire « Jusqu'à quand ?» Cependant, c'était une évidence, le dessus du pavé leur appartenait. Nous ressentions une force et une discipline implacables. Mais nous, tous les matins. Ah! Ce que nous aimions par-dessus tout, c'était aller taquiner l'occupant. Grand jeu pour mes copains et moi-même, d'interpeller les sentinelles allemandes de garde devant l'entrepôt des quais ou devant la commandantour, rue du Grand Pont à Planquette. Goguenard, approchant à un pas du soldat, tête relevée défiant son regard de bon cœur, nous y allions du. Zigaretten bitoken pour papa? Instantanément une réponse fusait, brutale, gutturale. Eraos schnell. C'est alors que nous détalions comme des lapins en riant bruyamment.
Le catéchisme. Pendant la guerre, le jeudi matin, je devais me rendre au catéchisme. Avant l'ouverture des portes latérales d'accès à l'église de Nazareth, les filles en jupe s'agglutinaient près d'une entrée. Comme de véritables malappris, nous courions vers elles, poignées d'ortie à la main. Aux cris et appels, le bon recteur B arrivait à leur rescousse et le jeu teinté de cruauté cessait immédiatement. Je savais par cœur mes leçons de catéchisme. Bien que noté 10 sur 10 lorsque j'étais interrogé, je n'eus pas cependant l'honneur, lors de la procession de ma première communion, vêtue d'un costume d'emprunt, d'être placé dans la première moitié des communions. Était-ce parce que je fréquentais l'école publique ? Je me suis toujours posé cette question. Ma mère très pieuse et discrète ne s'en mêla pas. Tout de même, je ressentis cela comme une injustice. Elle me marqua. Après la première communion, je devais continuer le catéchisme pendant une année jusqu'à ma deuxième communion, impliquant une présence aux vêpres les dimanches après-midi. Je finis par connaître par cœur les chants en latin célébrant ces offices. Je trouvais certains magnifiques mais je languissais tout de même, me sentant frustré car à 2 pas de là, se déroulaient des rencontres de football. Parfois, il me semblait entendre la clameur des supporters inconditionnels et le ballon rebondir. J'étais ailleurs. Avide de rattraper tout ce temps de foot qui m'échappait, souvent je faisais attendre ma petite sœur Yvette, assise derrière un but, avec à ses côtés la bouteille à lait que nous venions de quérir à la ferme de Madame L, pendant que je tapais dans le ballon avec des copains jusqu'à la tombée de la nuit. De retour à la maison, je tentais avec la complicité d'Yvette de justifier notre retard en déclarant que les vaches n'avaient pas été traites. Les jeudis après-midi, hormis pendant la saison estivale, étaient consacrés à la chasse aux oiseaux ou au football en jouant sur un but, sur le terrain de Castellic, lorsque nous parvenions à obtenir un ballon auprès d'un dirigeant du club, garagiste local. C'était à qui se dévouerait pour quémander l'objet de notre plaisir auprès de ce personnage bourru. À la ferme. Le temps des vacances d'été était consacré aux travaux des champs. Ma grand-mère paternelle menait une petite ferme, seule, car son fils aîné était prisonnier de guerre en Allemagne, il y resta 5 années. 5 vaches, quelques cochons, des poules, et un cheval de trait appelé Chéri postier breton noir constituaient son petit cheptel. Un accident faillit me coûter la vie, j'avais 8 ans. Chéri était attelé au rouleau de la ferme, utilisé pour broyer les mottes d'une terre meuble fraîchement travaillée. Je demandais avec l'insistance d'un gamin gâté à m'asseoir sur l'armature de l'engin. Ma grand-mère ne sachant que faire pour son petit gars, commit l'imprudence d'accepter. Afin de rectifier ma position, j'appuyai les 2 pieds sur le cylindre en mouvement constitué d'un tronc d'arbre de chêne. La rotation de l'outil m'entraîna. Je chus de tout mon long, la face contre terre. Lorsque l'on s'en aperçut, l'attelage fut immobilisé. J'étais plaqué au sol, le rouleau sur les reins. Stupeur. Que faire ? Mais il fallait agir vite. Mon oncle Michel, le charretier, ne pouvait hélas se faire aider de ma grand-mère pour dégager 200 à 300 kilos. Seules 2 options étaient à retenir, mais comportant chacune de gros risques. Avancer ou reculer. Avancer, le rouleau passerait sur mon crâne en sa partie arrière. Reculer, le risque de recevoir des coups de sabot du cheval était énorme. Il fut décidé d'avancer. Alors, mon oncle donna un violent coup de fouet. Chéri au puissant fessier bondit, le rouleau passa. On se précipita pour me relever. J'étais vivant, bien vivant et au miracle, nullement blessé. Ma grand-mère était complètement retournée, au bord de l'évanouissement. Je rentrai bien vite à bicyclette chez ma mère, à 3 kilomètres de là, et lui contai mon aventure. Affolée, elle me saisit pour me planter sur la table de la cuisine, me déshabilla, puis m'examina de la tête aux pieds. Tout allait pour le mieux. Ce petit cheval, très doux de caractère, fut enlevé avec brutalité par des soldats allemands. Ma grand-mère pleura. Chéri comptait tant pour elle, de par sa docilité et les multiples services qu'il rendait aux champs. Destinée au front de Normandie, la brave bête ne revint jamais. Cette disparition m'affecta beaucoup. Pour effectuer les gros travaux, un agriculteur d'un village voisin pourvoyait au matériel nécessaire, mais il fallait en contrepartie lui rendre des journées de travail pour le compte de son exploitation,
et faire de même pour des voisins qui venaient aussi donner le coup de main. Au tout début, âgé de 8 ans, mon rôle se limitait à celui de cambusier. Muni d'un verre et d'un grand pichet rempli de cidre de la ferme, je faisais le tour du champ et versais à boire aux travailleurs. Les rotations étaient régulières, mais j'étais rappelé parfois, selon les capacités d'absorption des uns et des autres, pour verser une nouvelle rasade de cidre. Ce court instant était très attendu parce qu'il permettait à chacun de se désaltérer, mais aussi de souffler. À 11 ans, on m'encouragea comme savaient le faire les anciens par flatterie, à accomplir les autres tâches qui d'ordinaire étaient réservées aux adultes, principalement lors des moissons et des battages. Suivant le mouvement de ces opérations, j'allais donc de ferme en ferme. Physiquement c'était assez pénible, mais tellement convivial. Dès le matin avant le début du travail, la table de la ferme était garnie d'un gros pain rond de 6 livres, d'une motte de beurre, de charcuterie, de lard, d'une cafetière et d'une bouteille d'eau-de-vie de cidre. Chacun, couteau de poche à la main, se servait comme il l'entendait, puis à mi-matinée une généreuse potée fumante, exhalant d'indicibles arômes, était apportée jusqu'au champ. Nous mangions sur le pouce, goulûment, c'était si bon. Les midis et soirs, nous avions autant d'appétit. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de régime alimentaire, ni de problème de cholestérolémie. Nous étions en temps de guerre, mais par bonheur, dans nos campagnes, le cochon entre autres compensait en partie les restrictions imposées par l'oppresseur allemand. Le soir de la fin des foins et des battages, c'était la fête. Oubliez les fatigues et courbatures. Les garçons, même les plus timides, profitaient de cette occasion pour chahuter les filles, parmi lesquelles certaines n'attendaient que ces moments-là pour être roulées sens dessus-dessous, dans le foin et la paille. Je goûtais cette joyeuse ambiance, franche, simple, frivole, où blagues et chansons n'étaient pas en reste. Il arriva que tout ce beau monde fut invité un lendemain, à une pilerie de place. Elle eut lieu un dimanche après-midi. Le sol de la pièce principale, dénommée place, pièce unique servant à cuisiner, à manger et à dormir comme partout ailleurs, était en terre battue. Ce revêtement venant d'être refait, il fallait terminer les travaux en l'aplatissant au mieux. Comment ? En dansant au son de l'accordéon diatonique. Les couples chaussés de sabots, pressés l'un contre l'autre, piétinaient au rythme évoquant l'ande et corrigan, dans une pénombre enfumée que seule la fouée pétillante de l'âtre parvenait à éclairer. Au bout d'un moment le pouchou s'arrêtait de jouer. Alors, les couples essoufflés, dégoulinants de sueur, en profitaient pour boire une bolée de cidre. Puis, tout repartait joyeusement. Ainsi, de ce temps-là, je garde de beaux souvenirs d'enfance, pourtant tout n'était pas si facile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.